Nous sommes ravis de vous accueillir à la masterclass qui va parler de comment préparer ses collaborateurs à l'approche de la retraite, organisée par BPI France Université. BPI France Université a pour mission d'accompagner la montée en compétences des dirigeants au bénéfice du développement de leur entreprise, avec des formations en présentiel et en digital sur tous les thèmes liés au développement et au management des PME et ETI. Je suis Pauline Garagnani, manager de l'activité BPI France Université présentielle, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette masterclass aux côtés d'Emmanuel de Robillard, consultant RH et membre du réseau EOS. Nous vous invitons à lui poser toutes vos questions dans le chat pour qu'il puisse y répondre à la fin. Emmanuel, c'est à vous. Merci Pauline. Voilà, Emmanuel de Robillard, j'ai 27 ans d'expérience dans les ressources humaines, dont 16 en tant que DRH. Je suis membre du réseau EOS qui accompagne les entreprises dans leur développement et leur transformation en s'appuyant sur le capital humain. J'ai créé une société de services en ressources humaines qui s'appelle SGRH, qui fait partie du groupe Talents. Et pour l'offre gestion des seniors, j'interviens en association avec NB Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans la gestion des retraites et dans l'optimisation des fins de carrière. Nous allons pouvoir démarrer cette masterclass. Alors, j'ai intitulé ce slide « La retraite ou l'arbre qui cache la forêt » parce qu'en réalité, la gestion, l'accompagnement des collaborateurs en fin de carrière est un sujet qui est beaucoup plus vaste que celui de la retraite. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour avoir des éléments de contexte. Donc, sur cet écran, vous voyez la plus grosse bulle et la plus petite. C'est une comparaison du taux d'activité, du taux d'emploi des seniors en France, entre les 25-49 ans d'une part, à plus de 82%, et la tranche 60-64 ans, qui est à 36%. Donc il y a un écart qui est fort entre ces deux tranches d'âge. Et puis les deux bulles du milieu, en fait, c'est la comparaison entre la France et l'Union européenne cette fois-ci, et vous constatez qu'il y a plus de 5 points d'écart. 5 points d'écart. Donc l'écart est important entre la France et l'Union européenne. Alors, cette réforme-là, la réforme des retraites, pour y revenir, elle a été voulue par le gouvernement pour équilibrer les comptes du régime d'ici quelques années. Et puis on peut aussi, pour donner un autre élément de contexte, rappeler la réforme de l'assurance chômage qui est intervenue fin janvier de cette année et qui prévoit une réduction de la durée d'indemnisation de 25%. Ce qui veut dire que pour les plus de 55 ans qui étaient indemnisés sur 3 ans, sur 36 mois, on passe à 27 mois. Donc il y a vraiment cette volonté du gouvernement de tout mettre en place pour maintenir en activité les seniors. Après, le sujet en réalité, il est plus complexe que ce qu'on peut imaginer parce que les intérêts vont être très différents selon la typologie d'activité. On peut difficilement comparer une activité de col blanc avec des cols bleus, des métiers qualifiés ou des métiers non qualifiés. Et donc, on va en réalité, par rapport à l'activité, au sujet de l'activité des seniors, avoir des intérêts différents. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, on va être amené à maintenir, à tout faire pour maintenir les seniors en activité, parfois même au-delà de l'âge légal de la retraite. Et dans d'autres cas, on va être plus sur une cessation anticipée d'activité. Ces éléments étant rappelés, il faut aussi préciser que on est face à un vrai, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais un vrai problème de culture. On a une réticence, on a une vraie réticence des entreprises, parfois, à embaucher, à promouvoir ou à former des seniors. Et le sujet culturel, il est surtout du côté de l'entreprise parce que il y a une étude récente du CEREC qui montre que 70% des salariés à l'approche de la retraite, il y a 70% des salariés à l'approche de la retraite qui souhaitent évoluer, changer de poste, se perfectionner. Donc c'est vraiment du côté des entreprises qu'il y a besoin de ce changement de culture.
Très bien, donc ce que vous nous disiez, c'est qu'effectivement, il y a une attente forte des salariés pour être accompagnés dans leur fin de carrière par leur entreprise respective. Exactement. C'est qu'on soit sur des sujets de cessation anticipée d'activité ou de maintien en activité, l'attente est forte. Très, très schématiquement, les salariés se posent 3 types de questions. Combien, quand, comment? Donc, je vais toucher quel sera le montant de ma pension de retraite? Quand est-ce que je vais pouvoir partir à la retraite et de quelle manière? Et donc, on voit, vous voyez le chiffre là, 67%, c'est compte tenu de la complexité du sujet, les salariés désormais attendent un accompagnement de leur entreprise pour les aider comment dirais-je, à gérer au mieux leur fin de carrière. Et en fait, cette attente, elle est justifiée parce que le sujet est tellement complexe qu'il génère des erreurs. Donc, une pension sur 7 est mal attribuée et 8 relevés de carrière sur 10 présentent des erreurs. Donc, cette attente, elle est légitime. On sort d'une époque où, moi j'ai longtemps connu ça en entreprise, quand un salarié envisageait son départ à la retraite, au service RH, on lui disait: «Ben, préparez votre dossier auprès de vos caisses de retraite et puis quand tout est prêt, vous venez nous voir et vous nous remettez votre lettre de départ à la retraite». Le sujet est différent maintenant, il y a ce souhait d'être accompagné, d'être conseillé pour calculer sa pension de retraite, voir quelle est la transition la plus adaptée. Et donc, il y a une attente d'un service donné par l'entreprise. Alors, au passage, ça participe aussi de l'intérêt des entreprises parce que qui dit service proposé aux salariés dit contribution à l'amélioration de la marque employeur. Et c'est un sujet qui est loin d'être neutre dans un marché du travail tendu. Ne serait-ce que parce que les salariés aujourd'hui ont plusieurs vies professionnelles avec plusieurs employeurs, ce qui était peut-être moins le cas auparavant, donc plus complexe de calculer. Les parcours sont plus complexes, exactement, exactement. Alors, un intérêt pour l'entreprise, mais lequel? Voilà, alors il y en a plusieurs. L'intérêt pour l'entreprise, on l'a vu, hein, amélioration de la marque employeur, mais c'est surtout, ça permet de se projeter. Quand un salarié vient voir son responsable ou son service RH pour lui remettre sa lettre de départ à la retraite, ben, il est trop tard en fait. Il est trop tard parce qu'il va falloir identifier son successeur, le former, parfois même le recruter à l'extérieur. Si on arrive à le recruter à l'extérieur, il va démissionner, il aura un préavis. Bref, quand le salarié va arriver dans l'entreprise, celui qui voulait partir à la retraite ne sera plus là. Donc il est trop tard. Moi, j'ai vu dans un accord d'entreprise un schéma très intéressant dans plusieurs accords d'entreprise, ce qu'on peut appeler un contrat de départ à la retraite. Et donc, c'est mis en place par l'entreprise. Le dispositif, il est le suivant, c'est que très, très en amont, on identifie une date de départ à la retraite, 12 mois, 24 mois avant. Et à ce moment-là, on a le contrat avec le salarié, c'est qu'on va mettre en place un programme de transmission des compétences. Et quand un schéma comme, et puis pour être incitatif, on va valoriser l'indemnité de départ à la retraite, on va financer un temps partiel, à 50%, payer 70% par exemple, les leviers sont différents. Mais là, on est sur un vrai schéma d'anticipation. Et puis ça va permettre aussi de piloter la masse salariale. Ça, c'est un sujet financier qui est important parce que quand on a toute une série de salariés entre 60 et 65 ans qui partent, qui vont être remplacés par des 35-40 ans, bah, on n'est pas sur les mêmes masses, on n'est pas sur les mêmes montants de la masse salariale. Et si on veut anticiper l'évolution de sa masse salariale, c'est bien de s'emparer très en amont du sujet. Alors ensuite, les stratégies de cessation anticipée d'activité. Oui, alors les leviers sont différents. Je vais vous parler des leviers réglementaires ou légaux. Alors, on entend souvent parler de retraite anticipée. Donc la retraite anticipée, c'est quoi? C'est que quand on a une carrière longue, c'est-à-dire quand on a commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans, il y a plusieurs bandes d'âge qui existent et deux ont été rajoutés par la réforme des retraites. On peut partir à la retraite avant entre 58 et 63 ans. Donc, sur la retraite anticipée, le point de vigilance, c'est le nombre de trimestres cotisés. Il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres, 4 ou 5, avant une des bornes d'âge, et il faut avoir cotisé le nombre de trimestres requis tout au long de sa carrière. Donc, c'est le point de vigilance pour la retraite anticipée. Et puis, il y a une autre retraite anticipée qui est liée à l'état de santé. Donc là, on est sur des personnes qui ont un handicap, et là, elles peuvent partir à la retraite dès 55 ans.
qui ont une incapacité permanente. Donc là, l'incapacité permanente, c'est que ça fait suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Et selon le taux d'incapacité permanente, on peut partir à 60 ou 62 ans. Et puis l'inaptitude au travail, elle est déclarée par le médecin du travail ou si le salarié n'est plus en activité par le médecin conseil de la caisse retraite et elle permet un départ à 62 ans. Autre outil pour les cessations anticipées d'activité, le compte professionnel de prévention. Alors, le compte professionnel de prévention, recense les risques professionnels auxquels les salariés ont pu être exposés à partir d'un certain seuil. Donc, c'est par exemple le travail de nuit, c'est par exemple les températures extrêmes, les équipes alternantes, le travail en milieu hyperbare, etc. Et on accumule des points. La loi sur la réforme des retraites a déplafonné le nombre de points qu'on pouvait accumuler, qui était auparavant limité à 100 points. Maintenant, c'est déplafonné et c'est 1 point par exposition, par type de risque, par trimestre. Donc, si je suis exposé pendant toute une année à 3 risques professionnels différents, je vais cumuler 12 points. Et bien, ces points, ça va permettre de valider des 1 ou des trimestres et ça va me permettre de partir plus tôt à la retraite. Autre dispositif, le rachat de trimestre. Alors là, le rachat de trimestre, c'est ce qui va permettre de se rapprocher plus rapidement de l'âge à laquelle on peut liquider une retraite à taux plein. Donc, je peux racheter des trimestres à tout moment de ma vie, quand je suis tout frais sorti de mes études ou d'un stage, ou quand je suis à l'approche de la retraite. Si je le fais très tôt, c'est moins cher. J'ai pas de visibilité sur le système. Si je le fais plus tard, c'est plus cher. Bon, bref, il y a alors, ça dépend des situations. Effectivement, c'est limité. De mémoire, il me semble que c'est selon les situations, entre 8 et 12 trimestres, ce qui est déjà énorme. Et puis, je crois que il y en avait un aussi. Voilà, le compte épargne-temps. Excusez-moi, le compte épargne-temps. Donc, sur le rachat de trimestre, juste une précision, on voit quand même pas mal d'accords d'entreprise qui veulent favoriser les cessations anticipées d'activité, qui vont financer tout ou partie du rachat de trimestre. Donc, pour être incitatif. Et donc, l'échange de bons procédés, si je peux parler comme ça, il est le suivant. C'est que moi, entreprise, je vais financer le rachat d'un ou plusieurs trimestres. Et puis, le salarié, de son côté, va s'engager à partir à la retraite dès lors qu'il pourra liquider sa retraite à taux plein, c'est-à-dire en ayant validé tous ses trimestres. Le compte épargne-temps, c'est un outil qui existe depuis très longtemps. Et on voit des accords d'entreprise qui permettent aux salariés de placer un certain nombre de jours par an à partir de 50 ans, par exemple. C'est ce que j'ai pu voir dans un accord. Et à ce moment-là, l'employeur va abonder. Par exemple. Alors, en général, c'est plafonné, c'est plafonné à 10 jours par an. Et l'entreprise va abonder, voire on peut même y mettre tout ou partie de l'indemnité de départ à la retraite dans ce compte épargne-temps et on pourra la transformer en jours pour cesser son activité plus tôt. Voilà, les différents outils. Alors maintenant, je crois qu'on va parler des stratégies de maintien en activité. Des salariés. Alors là, c'est l'inverse. En fait, je recherche l'inverse de ce que j'ai décrit plus tôt. Je vais passer très rapidement sur les incitations à embaucher ou les incitations à ne pas débaucher. L'incitation à embaucher, c'est que pendant longtemps, les entreprises, on peut identifier comme étant un frein à l'embauche des seniors le fait que si celui-ci déclarait sa maladie professionnelle dans l'entreprise, elle était imputable sur le compte employeur, enfin du dernier employeur. Et donc le législateur, pour lever ça, c'est pas le législateur, c'est le gouvernement, sur la réforme des retraites, dit bah, désormais, en réalité, s'il y a une maladie professionnelle qui se déclare, le coût sera mutualisé sur l'ensemble des employeurs de la branche d'activité. L'incitation à ne pas débaucher, heu, quand on avait une rupture conventionnelle, selon le moment où celle-ci était conclue, le forfait social était différent. Si ma rupture conventionnelle était conclue à un âge où le salarié pouvait prétendre, à partir à la retraite, elle était intégralement soumise. Si c'était fait avant, c'était un forfait social de seulement 20. Donc il pouvait y avoir un petit effet incitatif en disant: «On va vite essayer de faire une rupture conventionnelle, tant côté salarié qu'entreprise, avant que j'arrive à l'âge de la retraite» et c'est exactement l'inverse de ce que veut le législateur. Donc tout ça est harmonisé maintenant, c'est un forfait social de 30, y compris d'ailleurs le forfait social de 30 s'applique à l'indemnité de départ à la retraite qui autrefois était assujettie à des cotisations sociales patronales de 50. Quand on parle de senior, c'est à partir de quel âge en fait?
cas dans la stratégie là, de maintien en activité? Est-ce que c'est un Alors, sujet c'est culturellement, on parle de seniors dès 55 ans. Après, si on veut se rapprocher des bornes d'âge sur par exemple, la possibilité d'un départ anticipé, c'est 58 ans. Mais culturellement, ça commence parfois dès 55 ans, voire un peu avant dans les entreprises. Euh, c'est un vrai sujet si on part du principe que c'est 55 ans, potentiellement, comme il reste quasiment 10 ans de carrière derrière, il y a quand même un vrai sujet. Est-ce que les entreprises prennent la mesure Exactement. C'est le changement de culture en fait. Et d'ailleurs, on voit souvent dans les accords d'entreprise que passé un certain âge, ça peut être 55 ans, on va décider que le pourcentage du budget de formation réservé aux seniors, à cette catégorie-là, est le même que pour le reste de la population. Donc si c'est dit et écrit dans les accords, c'est que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Autres outils qui sont très pertinents, le cumul emploi-retraite. Alors le cumul emploi-retraite, le schéma est le suivant, c'est que le salarié va liquider sa retraite et ensuite va continuer à avoir une activité professionnelle. Donc, il y a deux types de cumul emploi-retraite. Le premier intégral ou total et le second plafonné. Celui qui est intéressant, c'est l'intégral. Pourquoi? Parce que, en fait, et donc, le cumul emploi-retraite intégral, c'est que je vais liquider ma retraite à taux plein. Donc, j'ai bien tous les trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Et l'avantage de ce schéma-là, c'est que je n'ai pas de plafond concernant le cumul de mes revenus liés d'une part à ma pension de retraite, d'autre part liés à mon activité professionnelle. Je n'ai pas de plafond. Le deuxième avantage, c'est que je peux reprendre, dès le lendemain de la liquidation de ma retraite, je peux reprendre une activité chez mon ancien employeur. Et ce qui est d'ailleurs la plupart des cas que l'on rencontre dans les cumuls emploi-retraite, c'est le salarié qui liquide sa retraite et qui retourne travailler chez son ancien employeur. C'est l'inverse pour le plafonné. Là, je liquide une retraite qui n'est pas une retraite à taux plein. À ce moment-là, mes revenus sont plafonnés à 2 700 euros bruts. Et puis, je vais devoir attendre 6 mois pour retourner travailler chez mon ancien employeur. Donc, ce n'est pas intéressant. Le cumul emploi-retraite intégral, il est très intéressant parce que le salarié va pouvoir changer de rythme. Il a liquidé sa retraite, décidé qu'il va travailler 2 jours, 3 jours par semaine, une semaine sur deux, peu importe. Et puis pour l'employeur, c'est très intéressant parce que le salarié, une fois qu'il a liquidé sa retraite, il est à la retraite, mais en fait, il est toujours là. Donc je vais pouvoir continuer à utiliser ses compétences et son savoir-faire, même s'il est parti à la retraite. Donc tout le monde y trouve son compte. Et je dirais que c'est un schéma similaire pour la retraite progressive. Tout le monde y trouve son compte. Alors la retraite progressive, c'est quoi? Là, je vais avoir un salarié qui va liquider une partie de sa retraite. Donc la condition pour ça, c'est qu'il faut être à moins de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite et il faut avoir validé 150 trimestres. Et bien sûr, il faut l'accord de l'employeur. Donc si je fais ça, je vais liquider une partie de ma retraite et je vais avoir une pension. Donc je vais prendre un temps partiel qui doit être compris entre 40 et 80% d'un temps plein. Et puis, ma pension de retraite va être calée en fonction de mon temps partiel. Donc si par exemple, je prends un temps partiel à 60%, je vais toucher 40% de ma pension de retraite. Et là, c'est un schéma qui est hyper avantageux aussi, parce que dans ce schéma-là, sur mon temps partiel, je continue à cotiser pour ma retraite sur mon temps partiel. On voit même des accords d'entreprise qui, pour inciter ça, vont dire, bah, moi, employeur, je cotise comme si c'était un temps plein ou sur un temps supérieur au temps partiel. Donc, je continue à cotiser. Je suis toujours salarié de la structure, donc la protection sociale complémentaire, maladie, pardon, la prévoyance, la mutuelle, les schémas d'épargne salariale, compte épargne-temps, intéressement, participation, les tickets restaurants, les avantages du CSE, tout ça, j'en profite parce que je suis toujours salarié. J'ai quand même pu changer de braquet parce que je suis salarié, mais une partie de mon temps, le reste du temps, je suis retraité. Et puis l'entreprise, elle continue à garder le salarié dans le paysage. Donc c'est vraiment un dispositif. Ces deux dispositifs-là, cumul emploi-retraite totale et retraite progressive, c'est vraiment des très bons schémas de maintien en activité. Il y en a des chiffres peut-être justement par rapport à ça? Est-ce que les entreprises se saisissent de ces outils en fait? Alors, pas assez, en tout cas pas assez pour la retraite progressive. C'est-à-dire que pour la retraite progressive, il y a plusieurs centaines de milliers de salariés qui pourraient y prétendre chaque année. Si vous prenez 2022-2023, c'est moins de 30 000 personnes. Parce que c'est méconnu. C'est méconnu, c'est ça. C'est juste parce que c'est méconnu. Donc on a tout intérêt à faire connaître ces dispositifs parce qu'ils sont vraiment pertinents et efficaces.
Alors, je parle aussi de la gestion de l'inaptitude. Là, on est vraiment plus sur de la gestion individuelle. Et puis ça va dépendre du calage qu'on a réussi à trouver ou pas avec la médecine du travail. L'idée, c'est de trouver un schéma intelligent, vis-à-vis d'un salarié qui a des restrictions médicales à son poste de travail, pour voir comment on peut aménager ou adapter le poste pour pouvoir le maintenir en activité. Moi, j'ai vu un schéma intéressant, dans le cadre une association qui a mis en place, comment dirais-je? Un dispositif dont le but affiché et de maintenir les salariés âgés en emploi et d'éviter les licenciements pour inaptitude. Et donc, il y a un dispositif qui est mis en place et notamment avec un rendez-vous de liaison pour les salariés qui sont en arrêt maladie, où on leur présente les différentes possibilités ou pistes d'aménagement de leur poste de travail, voire de reconversion, et on les informe de la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail pour mieux anticiper sa reprise d'activité. Voilà des schémas qui sont, je trouve, des schémas intelligents. Je mentionne aussi l'utilisation du compte professionnel de professionnalisation, de prévention, pardon, qui va permettre, là encore en ayant cumulé les points, de financer des actions de reconversion, formation, temps partiel, et cetera, qui œuvrent aussi pour un maintien, en activité. Donc voilà pour les différentes stratégies. Et alors maintenant, peut-être si on peut parler donc, des leviers qui existent pour finalement que les entreprises puissent adopter une politique de développement RH volontariste sur ces Oui, sujets. en fait, les leviers que je vous ai présentés jusqu'ici, ce sont des leviers, légaux ou réglementaires. Là, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment des sujets qui sont à la main des entreprises par la négociation collective. Et ça, c'est vraiment alors, le premier outil, c'est la gestion prévisionnelle des seniors. La clé de voûte de toute gestion prévisionnelle des seniors ou de toute population, c'est l'entretien. Entretien professionnel, entretien de carrière. Parce qu'un salarié qui a des velléités de départ à la retraite, qui commence à penser à sa fin de carrière, et cetera, il ne va pas vous en parler, entre 2 réunions ou, à la machine à café. Donc on prend le temps, on s'enferme dans une pièce, pas d'ordinateur, pas de téléphone, porte fermée, on discute de ses souhaits d'évolution de carrière, et cetera. C'est là où on peut identifier les envies du salarié et la façon dont l'entreprise pourra y répondre. Une fois qu'on a fait cet exercice qui est indispensable, l'idée c'est de donner un second souffle au salarié pour sa dernière partie de carrière. Donc je vais essayer de valoriser son savoir, son expertise, ses compétences. Alors à ce moment-là, je peux le nommer par exemple référent. Quand j'interviens, j'ai par exemple une activité de soudage, j'ai un soudeur très expérimenté. La soudure, c'est hyper technique, c'est hyper compliqué. Et ben cette personne-là, je peux lui dire, bah, une partie du temps, vous continuez à souder. Le reste du temps, on vient vous voir quand on a une question, quand on a un problème, quand on ne comprend pas, quand on n'y arrive pas, et cetera. Il passe expert. Transmission de compétences aussi avec le tutorat. Donc on voit des accords d'entreprise qui favorisent ce type de dispositif en permettant aux salariés par exemple, de réduire leur activité, de passer à temps partiel à 50%, payer 70%, ce genre de choses, pour encourager ce type de pratique. Autre pratique intéressante, le mécénat de compétences. Alors là, c'est différent. Je vais, moi, entreprise, proposer de mettre un salarié à la disposition d'un organisme d'intérêt général, donc une association, et il va continuer à œuvrer pour cette association. Donc, il va continuer à utiliser son savoir et son expérience d'une manière qui est très gratifiante, parce qu'il est dans une structure d'intérêt général. Et puis pour l'entreprise, c'est intéressant aussi, je parlais tout à l'heure de marque employeur. Là, j'ai l'entreprise qui poursuit un objet social ou sociétal, et donc ça valorise sa marque et on sait très bien que, les jeunes sur le marché du travail sont très sensibles à ce type d'action. Et puis accessoirement, il y a aussi des incitations fiscales pour l'entreprise à aller vers le mécénat de compétences. Je ne m'étends pas sur les autres outils parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui participent d'une politique de gestion prévisionnelle. Et alors, dans les autres leviers qu'on peut relever, il y a tout ce qui a trait à la qualité de vie et les conditions de travail. Alors là, c'est différent. On est plus sur la gestion prévisionnelle, sur le donner envie, sur le second souffle, et cetera. Là, on va travailler sur l'environnement de travail. Donc la qualité de vie et les conditions de travail, on sait tout ce que c'est, hein. C'est qu'on va, veiller à l'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, le droit à la déconnexion, le mode de management. Donc là, on est vraiment sur une démarche qui vise à donner envie aux salariés de continuer à travailler dans leur entreprise. C'est vraiment c'est de la fidélisation. Et pour les seniors, on voit bien que l'accent se porte surtout, sur, sur leur charge de travail ou leur rythme de travail. Par exemple, dans la restauration, j'ai pu voir un accord qui prévoyait que les employés
à 1 an, 2 ans de la retraite à partir d'un certain âge, d'une certaine ancienneté, et cetera. Payer 35 heures, aller travailler désormais 30 heures ou aller avoir 1 ou 2 jours de repos supplémentaires dans le mois. Dans une entreprise industrielle, j'ai vu un accord très intéressant, pour, justement, alléger le les conditions de travail des seniors. Ce sont des sites industriels, c'est du travail à la ligne. Et ben, avant chaque prise de poste, il y a un échauffement. Ça peut prêter à sourire, mais si ça peut éviter une blessure, voilà. Il y a sur tous les sites industriels des formations gestes et postures qui sont dispensées aux salariés pour leur apprendre à ne pas se blesser. Des référents ergonomes qui sont nommés sur chaque site pour aider à tout ça et des formations de 70 heures, donc vraiment des formations, importantes. Donc vous voyez, là, on agit sur l'environnement de travail. On allège le rythme et la durée du travail, sur ce même site industriel. Sur les postes manuels, donc le travail en ligne, on va développer la polyvalence. Et bah, la polyvalence, c'est ce qui va permettre de lutter ou en tout cas de freiner l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Parce que les troubles musculo-squelettiques, c'est quand on fait tout le temps le même geste. Enfin, ça peut être une partie de ça. Donc voilà les différents leviers en termes de conditions et qualité de vie au travail. Et là encore, c'est par la négociation collective qu'on avance là-dessus. Oui, et donc effectivement, il y a un volet QVT à l'instant T, mais il y a aussi un volet prévention à avoir en tête pour Oui, justement éviter, entre guillemets, qu'il soit trop tard et qu'on puisse avoir, notamment pour les salariés qui sont sur des métiers manuels ou oui, sur des lignes de production, voilà, et éviter tous les troubles musculo-squelettiques, exactement. notamment La- la- le port de charges lourdes ou autres. Exactement. C'est-à-dire que la QVT, c'est pas la qualité de vie et conditions de travail, c'est pas seulement le climat social, le management, la déconnexion. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est aussi la santé au travail, les conditions de travail font partie de cet environnement qui va permettre de maintenir plus longtemps les personnes en activité et leur donner envie et dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, effectivement, tout ça se met en place au travers d'une démarche d'accompagnement donc structurée et volontariste. Oui. Alors là, je refais un focus sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le service attendu en termes d'accompagnement par les salariés. Et là, je reviens vraiment sur le sujet de la retraite. Je comprends pas. Je comprends pas tout en tout cas. Et comment est-ce qu'on peut m'aider? Et donc, de quelle manière on peut structurer ce service à apporter aux entreprises? Donc, le cœur du sujet, c'est que on va là, on est vraiment sur une démarche d'un ou de plusieurs experts qui viennent dans l'entreprise, qui sont externes à l'entreprise, pour expliquer le sujet. Donc, le cœur du réacteur, si je peux le dire comme ça, c'est qu'on va faire des réunions collectives d'information en disant, bah voilà, la réforme des retraites, elle a changé ci, elle a changé ça, les différents dispositifs que j'ai pu vous expliquer, les retraites anticipées, le cumul emploi-retraite, etc., etc. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on est vraiment sur du volontariat, on va proposer aux salariés de faire un bilan de leur retraite. Donc là, on va vraiment rentrer dans leur situation personnelle, regarder leur relevé de carrière, voir s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, les corriger, calculer le montant de leur pension. Et puis, une fois qu'on s'est assuré que tout était, qu'il n'y avait plus d'erreurs dans le parcours de carrière, tel que transmis par les caisses de retraite, on va regarder quelle est la stratégie la plus pertinente. Est-ce qu'il a intérêt, ce salarié-là, à racheter un ou plusieurs trimestres, est-ce qu'il a la possibilité de faire une retraite anticipée? Est-ce qu'il peut faire un cumul emploi-retraite? Est-ce qu'il peut utiliser son C2P pour valider les trimestres ou financer une action de reconversion, et cetera, et cetera. Donc là, on va vraiment être sur du cas par cas. Ça peut même aller dans la prestation proposée jusqu'à la constitution du dossier de retraite pour le compte du salarié, voire même jusqu'à la présentation du dossier aux caisses de retraite pour pouvoir valider la retraite. Donc c'est vraiment du coût humain et ça peut aller très loin dans le service proposé. Et cette démarche-là, qui est la démarche qu'on propose avec NB Consulting, c'est une démarche évidemment qui va se mettre dans un environnement. On ne peut pas comme ça arriver dans une entreprise, faire les réunions d'information, les bilans individuels, etc. Donc on associe toutes les parties prenantes, qu'on va faire décider du sujet par l'instance de direction, direction générale, comité de direction. Et puis une fois que la décision est prise d'aller sur cette démarche, on va informer toutes les parties prenantes, donc le management, le CSE s'il y en a un, de ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, etc., pour expliquer la démarche.
Et puis, une fois on est passé par les fourches codines du management et du CSE, on va faire une information globale aux salariés pour leur expliquer le service qu'on leur propose. Avec, on peut s'y attendre, un bon accueil, puisque justement, il y a une vraie, il y a une vraie attente de leur part pour ce service. Et puis, on va pouvoir se projeter, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'intervention, puisque là, on va regarder d'un peu plus près la pyramide des effectifs, où sont les seniors, quels sont les métiers sur lesquels il y a une tension éventuellement. Voilà, on va pouvoir vraiment affiner les projections d'effectifs. Puis une fois que tout ce travail est réalisé, ça va délivrer quelque chose. C'est-à-dire que sur une entreprise de, je ne sais pas, une PME de 200 personnes, bah, je vais identifier qu'il y a 10 personnes qui vont faire un cumul emploi-retraite, 5 autres qui vont racheter des trimestres, 7 autres qui vont faire un départ anticipé, etc. Donc tout ça, je vais le restituer à l'ensemble des parties prenantes, au comité de direction, bien sûr, au management, au CSE, à l'ensemble des salariés, pour qu'ils puissent voir le fruit de cette démarche qui aura été menée en entreprise. Alors là, sur ce dernier slide, j'ai mis toutes les références que j'avais utilisées pour l'intervention. Pour certains, pour beaucoup des sites du ministère public, enfin du gouvernement, pardon. Et puis j'ai rajouté un lien qui s'appelle Tips Retraite, qui sont des tips qui ont été conçus, créés par NB Consulting, qui sont très pédagogiques. Donc j'ai trouvé intéressant de les rajouter parce que même si on est non connaisseur, quand on va cliquer sur ces tips, on a déjà ça explique pas mal de choses. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a des différences en termes d'accompagnement, d'outils à utiliser? J'imagine que oui, en fonction déjà de la taille de l'entreprise. Ben, moi, je dirais que c'est pas tellement la taille de l'entreprise qui va jouer en fait. C'est pour en revenir à ce que je disais en introduction. Ce qui va vraiment changer, c'est la donne, c'est la typologie d'activité. C'est-à-dire que je vais pas du tout orienter mon conseil et mon approche si j'ai par exemple une SS2I, une ESN maintenant, enfin bref, avec des métiers de matière grise, ou si j'ai une entreprise de déménageurs. Parce que dans un premier cas de figure, je vais avoir intérêt à actionner des leviers qui vont être des leviers de maintien ou de poursuite de l'activité. Et dans l'autre cas, si j'ai une entreprise de déménageurs, l'employeur comme les salariés vont plutôt regarder vers des cessations anticipées d'activité. Parce que ce sont des métiers qui sont durs, qui cassent, et qu'on n'est plus opérationnel à 55 ans comme on l'était à 35 ans. À 35 ans, pardon. On est sur des métiers manuels, physiques, qui abîment. Donc, je dirais que le la typologie d'outils qu'on peut développer, elle va surtout dépendre de ça, en fait. Si je prends la qualité de vie et les conditions de travail, si je dois gérer les conditions de travail, c'est pas la même chose si je suis dans un atelier ou si je suis dans des bureaux. Parce que dans un atelier, je vais surtout, veiller à je travaille sur de l'ergonomie, des gestes et postures, sur les températures et cetera, sur l'éclairage. Et puis, dans les bureaux, je vais peut-être plutôt aller sur des dispositifs de mode de management. Alors je dis pas qu'il y a pas de problème de management dans un atelier, hein, mais bon, vous voyez ce que voilà, Des d'équi connexions. voilà, c'est ça, exactement, exactement. Là, dans les dispositifs que vous avez présentés, ça s'adresse aussi bien aux hommes ou aux femmes, ou est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers peut-être pour les femmes, notamment celles qui ont pu avoir des carrières un peu hachées, congé Oui, maternité ou oui. congé parental? Ah, alors en fait, je me suis pas étendu là-dessus parce que moi, je suis vraiment resté dans la sphère professionnelle. Et puis là, on rentre vraiment dans le terrain de l'expert en retraite. Mais oui, la réforme des retraites, elle a prévu aussi des cas de figure pour des personnes qui se sont arrêtées de travailler, qui ont des enfants. Alors bon, tout ça, il y a des conditions, etc. Mais il y a aussi un dispositif pour le congé parental. Enfin voilà, il y a des dispositions. Mais ça, ce sont des choses qui sont concrètement regardez, pour prendre l'avant-dernier slide, là, on est vraiment sur quand on est dans l'accompagnement individuel, on va regarder la situation de la personne, ses relevés de trimestre, mais on va tout regarder. C'est-à-dire qu'on va regarder les trimestres qui sont cotisés, mais aussi les trimestres qui sont validés, et donc on va forcément rentrer
C'est pour ça que ça doit être basé sur le volontariat, parce qu'on va forcément rentrer dans la sphère personnelle de la personne, parce que ce qui permet de générer de valider des trimestres, c'est pas que l'activité professionnelle, c'est aussi des sujets de la vie personnelle. Et donc, effectivement, il y a des dispositifs qui existent, en faveur des femmes, par rapport au calcul de la retraite, bien sûr. Et vous, de ce que vous voyez là par rapport à l'accompagnement que vous pouvez faire des entreprises, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une prise de conscience de la part des entreprises et que les choses avancent dans le bon sens, ou c'est encore quelque chose qui doit vraiment se structurer, prendre de l'ampleur C'est plutôt la deuxième réponse. Ouais. C'est plutôt la deuxième réponse. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion dans le cadre d'une mission de management de transition de travailler sur des projections d'effectifs, et le sujet a été pris très au sérieux, mais il était vraiment pris sous le prisme, de la masse salariale, du budget, et puis c'était des projections qui étaient faites alors de manière, c'était pertinent, mais c'était sans aller chercher ces leviers, en fait. C'était dire: «Bah, voilà», et c'était pas que par rapport au départ à la retraite, c'était de manière générale. Donc je pense que le sujet de je me projette par rapport à mes seniors. Je regarde quels sont les départs prévisibles à la retraite, ne serait-ce que par rapport à l'âge des salariés. Ceux qui vont atteindre 62, 63, 64 ans, et cetera. Progressivement, on va arriver aux 64 ans. Ce travail-là, je trouve qu'il n'est pas encore vraiment fait de manière un peu méthodologique, et qu'on est quand même encore très souvent dans le «je subis». Peu importe la taille de l'entreprise, il n'y a pas Ouais, vraiment de prise de oui, peu importe la conscience taille, même dans de les grands groupes, hein, structuration. bien sûr, bien sûr. Et donc on réagit comment? Donc le schéma que je décrivais tout à l'heure en disant: «Il faudrait en sortir», il est encore très prégnant. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Dans le service RH, on vient vous remettre le salarié vient vous remettre sa lettre de départ à la retraite. Et bon, ah d'accord. Alors on regarde dans la convention collective, le préavis, c'est 3 mois, c'est 6 mois, et cetera. On sait que dans le service paye se met une petite veille pour dans 3 mois, 6 mois préparer le solde de tout compte. Et puis après, on commence à se gratter la tête en se disant: «Ah oui, mais il part, mais il faisait ci, il faisait ça, alors bon, alors, comment est-ce qu'on va faire?» Et là, le comment est-ce qu'on va faire, c'est un peu compliqué parce que, si par exemple, on n'a pas la ressource en interne, et qu'il faut recruter à l'extérieur, si j'ai, quelqu'un qui part avec un 3 préavis de mois, 3 même mois, si si le temps que je ça recrute, soit complexe. bah, c'est surtout que quand Il y aura le une perte de savoir et de bah, compétences. la personne, quand son remplaçant va arriver, La personne le s'en va. bah, ça sera un jeune retraité, mais il sera plus là. Ouais, c'est ça. Il sera plus là. Parce que, s'il démissionne, il va faire au moins un préavis de entre compris, enfin de plusieurs mois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'on est encore trop dans le «je subis». Ouais. En réaction plutôt que de vraiment mettre en place une politique volontariste et structurée, d'autant que Oui, le sujet va devenir de plus en plus présent et important c'est pour les vrai. entreprises Alors, je à je je terme. pense que l'aiguillon, c'est la tension sur le marché du travail. Et d'ailleurs, les différents accords la bonne nouvelle quand même, c'est que pour me documenter, pour faire cette présentation, je suis allé chercher, ce qui s'était passé du côté de la négociation collective, j'ai quand même vu pas mal d'accords d'entreprise Qui qui ont ce reçoivent volet, soit gestion prévisionnelle des emplois, soit qualité de vie et conditions de travail des seniors. Et donc qui imaginent des dispositifs de transmission, et cetera, et cetera. Donc, il y en a quand même qui s'y attellent. Mais c'est peut-être pas encore, je pense que vraiment l'aiguillon, si je prends le cumul emploi-retraite par exemple, quand vous êtes sur un marché, je parlais tout à l'heure du métier de soudeur, soudeur, usineur, si je prends quelques métiers de la métallurgie, ce sont des métiers où il y a une où il tension y a du une marché tension énorme. qui est Et extraordinaire. puis il y a un savoir-faire qui met énormément de temps à s'acquérir. Donc en Exactement, plus, il faut préparer cette exactement, passation. exactement. Et là, si vous prenez par exemple dans ce c'est aussi j'ai vu ça dans une des entreprises où j'étais en comment dirais-je? En management de transition. Là, le sauveur, c'est le cumul emploi-retraite. C'est-à-dire que si j'ai mon soudeur qui dit: «Je veux m'arrêter», et qu'on commence à lui dire: «Non, mais on pourrait peut-être regarder si, ou une retraite progressive». Lui, ce qu'il veut, il veut juste pas arrêter du jour au lendemain de travailler, il veut juste lever le pied. Et donc ces dispositifs-là, ça permet de lever le pied tout en gardant son expertise et son savoir-faire. Là, il y a une très grande majorité des jeunes retraités ont envie de continuer à faire profiter, leur entreprise de leur savoir-faire et leur expérience. Et donc l'entreprise qui ne met pas en place ces dispositifs de maintien en activité,
mettre les gens un peu au pied du mur. C'est-à-dire que soit il continue, mais il n'a plus envie de continuer à 100%, soit il arrête complètement. Et donc c'est l'avantage des dispositifs de maintien en activité, c'est que finalement ça permet de concilier les deux. Donc c'est pour ça que les entreprises, à mon avis, si je devais faire un petit pronostic, c'est que je pense que les entreprises vont s'en emparer parce que c'est tellement compliqué de recruter. Et cette fois-ci, et plus seulement dans le bâtiment ou la restauration, dans tous les secteurs, c'est que de toute façon, elles vont, et certains ont déjà commencé à le faire, regarder vers quel levier je mets en place pour utiliser le plus longtemps possible mes seniors, si je peux l'expliquer comme ça. Qui ont leur carrière derrière eux et qui sont juste là pour aider, pour transmettre, donc c'est précieux. C'est pour l'équilibre de vie, ce sont vraiment des dispositifs qui sont intéressants, et puis pour les entreprises, oui, c'est très intéressant. Peut-être une dernière question, finalement, est-ce que vous avez une vision un peu de ce qui se fait ailleurs en Europe? Est-ce qu'il y a des bons élèves en la matière qui ont un taux d'emploi des seniors très élevé et Ouais, on pourrait peut-être aller chercher ouais. des bonnes idées, des bonnes pratiques? Alors, il y a des systèmes où l'indemnisation du chômage est beaucoup moins agréable. Donc ça, quelque part, on est sur un schéma un peu contraignant. En Allemagne, il y a un taux d'emploi des seniors. Je me demande si tu engendres pas de mémoire, hein, je vous dis ça de mémoire, si tu engendres pas les 70%. Donc c'est énorme. Vous avez vu tout à l'heure les chiffres que j'ai présentés, le décalage qu'il y avait entre la France et l'Union européenne, où il y a 5 points d'écart. Bon, voilà, donc je connais moins les cultures étrangères sur ce sujet-là, mais globalement, ils y arrivent plutôt mieux que nous. Je pense que, en fait, en réalité, pour vous livrer vraiment ma pensée là-dessus, je pense qu'il y a dans beaucoup de pays d'Europe, il y a pas ce frein culturel. En France, alors on va pas le dire comme ça de manière aussi catégorique, aussi nette, et on va encore moins l'écrire, mais quand on est sur des processus de recrutement, on fait passer des messages aux recruteurs en disant: «Bon, on veut un expérimenté, mais un 40 ans, pas un expérimenté 60 ans». Alors là, je le dis de manière un peu, Provocatrice. voilà, Oui, mais c'est un c'est peu ça. c'est pas dit aussi directement, mais on voit parfois des réponses, des oui mais non, qui sous-tendent que voilà. Et je pense qu'en France, vraiment le sujet principal à lever, c'est le frein culturel. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous Avec pour votre plaisir. participation. Vous pourrez retrouver le replay de cette masterclass sur le site de l'événement. Et pour continuer à vous former, il y a plus de 500 formations disponibles en ligne sur BPI France Université sur tous les thèmes liés au développement et au management des PME. C'est en accès gratuit sur simple inscription, donc profitez-en. À bientôt. Merci. Merci Pauline.